Monsieur Badi, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la refondation ou de l'absence de réforme du nouvel ordre, enfin, de l'ordre international par rapport à la crise. Donc, nous sommes depuis un an en crise économique. Cette crise, c'est la plus violente depuis 1929. Elle peut nous amener à repenser certains schémas économiques, politiques ou géostratégiques. Revenez-vous sur l'analyse que vous aviez développée dans votre livre La fin des territoires? Non, vous voyez que décidément je persiste et je signe. La fin des territoires, c'est un livre que j'ai écrit en 1995. On parlait à l'époque bien sûr de mondialisation, mais enfin de manière probablement moins critique et moins obsessionnelle, je dirais, qu'aujourd'hui. Or, que voit-on avec la crise à laquelle vous faites référence? Eh bien, que nous ne savons toujours pas, aujourd'hui en 2009, réguler par-delà les frontières. Parce que c'est bien ça le problème. La crise de la globalisation désigne une crise qui n'est plus réductible aux logiques souveraines. C'est-à-dire qui n'est plus réductible aux logiques stato-nationales prises isolément. On est donc face à une crise, peut-être face à la première vraie crise internationale répertoriée, et on a vu toutes les recettes possibles échouer les unes après les autres. La première, c'est la réaction isolée et souveraine, donc des États-nations. Rappelez-vous le plan Paulson, 700 milliards de dollars. Le lendemain, le Dow Jones s'effondrait à Wall Street, ce qui prouve que ces plans étatiques ne convainquaient plus. Deuxième solution possible, le multilatéralisme, c'est-à-dire les institutions de Bretton Woods, et là, on s'aperçoit que la machine est pour le moins grippée. Troisième régulation possible, les processus régionaux, c'est-à-dire la régulation régionale. Regardez ce qu'a fait, ou plus exactement ce que n'a pas pu faire l'Europe, qui est pourtant la forme de construction régionale la plus achevée pour faire face à cette crise. Non seulement l'Europe a failli, mais de façon peut-être plus préoccupante, l'Europe s'est révélée au cours de cette crise comme une machine à refabriquer des nationalismes et à afficher des différences entre les besoins, les attentes de l'économie allemande, de l'économie britannique, de l'économie française, sans parler de l'économie estonienne avec sa décroissance de 13%, de 13,5%. Alors, il reste une quatrième régulation qui a été celle finalement adoptée, qui est la régulation par le minilatéralisme, par la diplomatie de club, par l'oligarchie, par le petit nombre, le G8 et surtout le G20. Rappelez-vous, nous sommes en novembre 2009, rappelez-vous du sommet du G20 à Londres en avril 2009. Rappelez-vous de ce que nous disait alors M. Sarkozy. Il nous expliquait que le monde avait complètement changé en l'espace d'une réunion, que des décisions révolutionnaires avaient été prises, que la planète avait été entièrement refaite. Qui se souvient aujourd'hui des résultats de Londres? Entre-temps, nous avons eu un second sommet, Pittsburgh, en septembre dernier. Quels ont été les résultats de Pittsburgh? On s'est aperçu qu'à Londres comme à Pittsburgh, les vrais sujets de régulation économique et financière internationale, les vrais sujets qui fâchent, n'étaient même pas abordés. Par exemple, le cours des grandes monnaies, le dollar face au yen, face au yuan chinois, face à l'euro. Rappelez-vous également que des grandes idées avaient été avancées, que jamais aucune solution concrète n'a été adoptée. Donc, pour répondre à votre question, c'est très simple. Où en sommes-nous? Nulle part. C'est-à-dire que nous en sommes toujours à rechercher le bon levier politique. Dans mon esprit, il peut n'y en avoir qu'un seul, c'est la régulation globale, c'est-à-dire la régulation de tous ensemble, c'est-à-dire des 192 pays membres des Nations Unies, c'est-à-dire à partir d'une démarche inclusive, intégratrice, qui est véritablement à la base de la mondialisation. Bien. On parle maintenant, enfin, il existe maintenant un G20 et non plus un G8. On a vu le grand retour de la Russie après la guerre des 5 jours, une émergence extrêmement importante de la Chine, mais aussi du Brésil et de l'Inde. Est-ce qu'on pourrait parler, d'un changement de cet ordre mondial, d'une monarchie à une polyarchie, et ensuite d'un grand déclin de l'Occident?
Alors il faut être très prudent parce qu'il y a eu effectivement une sorte de vogue pour le G20. Je me demande à quel point on n'est pas sur le retour. J'ai lu dans un grand quotidien du soir très populaire à Sciences Po que le conseiller diplomatique du président de la République, M. Jean-David Lévy, avait comparé le G20 à un hall de gare et avait fait valoir que il y avait là tellement de turbulences, de désordre, comme il peut y en avoir dans un hall de gare, effectivement, que c'était peut-être pas la bonne formule. Je constate aussi qu'on a voulu institutionnaliser le G20, mais en même temps, on nous explique, on nous susurre que les questions politiques devaient rester à l'ordre du jour d'un G8, peut-être même du G7, c'est-à-dire du G8 moins la Russie. Et reste d'ailleurs encore en vogue l'idée que le G20 est une oligarchie, c'est-à-dire 85%, nous explique-t-on, du PIB de la planète, ce qui d'ailleurs n'a aucune signification, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais qu'il y a parmi les membres de ce G20 des parvenus, des nouveaux riches, et que la décision sur le monde, les grands choix concernant la planète, doivent fondamentalement appartenir aux démocraties, c'est-à-dire presque essentiellement au monde occidental. C'est-à-dire qu'il y a un retour en force, au-delà de l'oligarchie des plus riches, d'une aristocratie des démocraties occidentales, et je ne suis pas sûr de ce point de vue que l'on ait parfaitement intégré la logique vraie du multilatéralisme tel que nous en avons besoin. Merci beaucoup, Monsieur Badine. Nous reverrons demain.